de cette période, c'est-à-dire Mondrian et tous les peintres de la culture hollandaise. Et en bas, deux modèles de la collection de Corbusier, Jean-Éric Perriand. On parle encore des valeurs. Les valeurs qu'on poursuit toujours sont donc aussi des valeurs culturelles, nous avons dit, parce que la contamination, c'est une autre valeur très importante pour la qualité. La contamination que nous avons dit, c'est une contamination d'un côté des architectes qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire il y a l'usine, mais l'usine a son know-how, sa connaissance, mais c'est toujours important qu'à partir de l'extérieur arrivent des idées différentes, donc des auteurs, des architectes aussi qui viennent de l'étranger, italiens, mais chaque architecte, chaque designer va amener des concepts nouveaux. Et cette contamination, c'est une des éléments fondamentaux pour vraiment le progrès. Il y a aussi la contamination aussi avec des autres domaines, par exemple la mode, non? Il y a eu beaucoup de collaborations avec des brands de mode et c'est intéressant vraiment de voir les différentes façons de travailler entre deux domaines différents, mais chaque fois c'est un enrichissement pour les deux. Aussi, à propos de contamination, d'une contamination intéressante qui se trouve dans l'histoire de Cassina a été une contamination dans les années 70, avec précision 1972, quand dans l'importante manifestation qu'il y a eu à New York, qui s'appelait Italy the Domestic Landscape, avait été présenté ces prototypes de voitures, qui est devenu après un prototype vrai pour la production des voitures, pour la Renault par exemple, non? Mais avait été proposé au principe dans cette exposition comme une étude d'un espace intérieur, une étude des coussins pour démontrer donc la souplesse des coussins, la possibilité de ces coussins de prendre la forme du corps. Et on avait étudié donc cet espace qui, comme je dis, est devenu après une référence très importante vraiment pour l'usine des voitures. Et donc cette influence culturelle c'est importante parce que détermine de participation à l'exposition et aussi à beaucoup de livres. On va retourner donc à la question de réédition. Comme j'avais dit au principe, la reconstruction n'est pas toujours une reconstruction toujours philologique. Et ce modèle était réalisé dans cette façon et on va le réaliser égal. Oui, parce qu'il faut le respect de l'authenticité, mais il y a une ligne de liberté entre l'authenticité philologique et l'interprétation. On va rester le plus possible évidemment proche à l'authenticité, mais évidemment en même temps quand on va représenter des icônes ou des modèles après beaucoup d'années, nous avons vu certains modèles ont été projetés dans les années 20 et après ont été mis sur le marché dans les années 60. Donc évidemment les techniques sont changées, beaucoup de choses sont changées et donc doit rendre plus contemporaine l'objet pour le présenter sur le marché. Donc il y a beaucoup de situations différentes avec lesquelles on travaille. D'un côté, la reconstruction philologique. Nous avons dit, ça c'est la famille assise sur les 4 modèles, les premiers 4 modèles, le fauteuil à dossier basculant, le fauteuil grand confort petit modèle et la chaise longue à réglage continu, qui sont des modèles, comme je disais, qui faisaient partie d'un programme présenté en 1929, qui était un programme extraordinaire, révolutionnaire, parce que dans les années 20, les meubles métalliques n'existaient pas pour le domestique. Les meubles métalliques étaient des meubles utilisés seulement dans les lieux de l'hôpital, dans les lieux publics, étaient des matériaux qui n'étaient pas considérés des matériaux nobles, non?
Au contraire, Le Corbusier, surtout avec dans son livre Version architecture, mais aussi ses collaborateurs, c'est-à-dire Pierre-Janet et Charlotte Perriand, voulait présenter un nouveau esprit, l'esprit de temps moderne, donc un esprit très lié à la production, à l'usine, à l'industrie. Et donc, on projetait ces modèles en métal avec des matériaux donc très liés à l'industrie. Mais toujours avec un lien très étroit avec l'homme, pour le bien-être de l'homme et pour le domestique, pour les maisons. Donc on réalisait ces programmes où la liaison entre forme et fonction était une liaison très étroite, non, qu'on doit être pour le design. Mais dans ce cas, ils ont réalisé des meubles standards. Qu'est-ce que signifie? Signifie que pour chaque position de l'homme, ils ont dessiné un meuble standard. Donc, la chaise longue pour une position de repos, une chaise, un fauteuil tournant pour travailler, un fauteuil à dossier basculant pour une conversation, des fauteuils grand confort et petits et grands modèles pour se reposer, mais en même temps pas trop, comme dans la chaise longue. Donc, on crée des meubles standards qui ont été les premiers meubles qui ont vraiment manifesté la nouvelle esthétique dans les années 30. Donc, le premier modèle qui ont réalisé avant tout ce lien avec le monde nouveau. Évidemment, ces modèles ont été présentés au Salon d'automne en 1929, qui n'a pas été un succès immédiat parce que tout le monde a été étonné. Vous pensez que dans les parties à côté de cet espace, c'était un foire, donc un salon, une foire avec des propositions différentes. Il y avait des meubles historiques, des meubles en bois, des meubles avec des références à l'histoire, l'historicisme, qui existait encore dans les années 20 et dans les années 30. Donc, a été vraiment un choc pour le monde, cette présentation de meubles en métal, qui a changé l'histoire de meubles. Pour cette raison, tous ces meubles qui faisaient partie de ce programme de meubles métalliques sont devenus donc des icônes du meuble. Ces modèles ont été, comme nous avons dit, réédités dans les années 60. Donc, ici, je parle donc de la qualité, de l'importance de la recherche et le développement de pensée critique. Donc, pour les reconstruire, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris évidemment les modèles qu'il y avait à l'origine, mais aussi il faudrait adapter ces modèles à une production industrielle, parce que les premiers modèles ont été réalisés avec des moyens plus simples, non? Ils étaient seulement des prototypes, ils étaient idéalement pour une production industrielle, mais en même temps, il n'y avait pas une production vraiment industrielle dans les années 20, non? Donc, quand on a repris ces meubles, on a commencé à étudier les détails. Et vous voyez dans la photo la même Charlotte Perriand, qui était l'associée de Le Corbusier, et qui était encore vivante dans les années 60, qui a continué à travailler pour le développement de ces meubles et à l'intérieur de l'usine, donc pour étudier tous les détails. Et donc, avec Philippe Wallison, qui était professeur à l'université de Naples et qui a été le collaborateur qui a suivi tous ces processus de réédition, on a étudié vraiment tous les détails, par exemple, pour réaliser cet angle du détail de la structure de la fauteuil, qui au principe était réalisé d'une façon très manuelle. Donc il faudrait couper les tubes, il faudrait le solder à la main, donc pour le produire d'un point de vue industriel. Donc on a fait beaucoup de recherches, beaucoup d'études pour garder la même section, mais en même temps garder le même dessin, donc rester lié à l'authenticité du modèle.
Le même pour la chaise longue à réglage continu, qui a été la chaise dessinée en 1928 et proposée au public en 1965. Ici, on va partir toujours dans ce processus de reconstruction, ça c'est la méthodologie de la reconstruction des dessins originaux. En ce cas, de dessins qu'il y avait dans les archives, parce que quand on fait les reconstructions, on fait toujours des collaborations avec les héritiers ou avec les fondations qui gardent l'authenticité des modèles et le copyright de chaque auteur. Et donc, on a étudié tous les dessins, toutes les mesures, toutes les sections. Vous voyez déjà dans les deux dessins, par exemple, le tube de basement a, dans ces deux cas, deux sections différentes. Donc, une section ovoïde et une section à gauche comme une goutte, non? Donc deux propositions différentes. L'original, on peut dire, c'est la version à gauche, non? Parce que dans l'idée de Le Corbusier, il y avait l'utilisation de tubes qui étaient disponibles à ce moment-là, qui étaient des tubes à goutte, des tubes à gauche, je ne sais pas si on dit à gauche, qui étaient des tubes utilisés pour les avions, non? Donc dans le monde des avions, de l'aéronautique. Et donc, il avait utilisé ce type de tube qui n'était plus disponible quand on a fait plus tard des rééditions. Et donc, on a utilisé d'autres types de tubes. Et donc, toujours, on a étudié l'histoire de ces modèles. Des modèles qui ne sont jamais trop loin de la tradition, mais sont une évolution de la tradition. Aussi, la chaise longue, comme nous avons vu, vient par exemple des modèles de tonnettes qui sont des modèles en bois. Donc il y a toujours une ligne de continuité avec les typologies traditionnelles, mais avec une production tout à fait différente parce que, évidemment, en changeant les matériaux, on va changer complètement aussi les formes, en restant dans la ligne de continuité avec la typologie. C'est-à-dire, en ce cas, en gardant la courbe dans la balancelle de l'assise, qui, comme vous voyez, semble aussi en personne avec la tête où il y a le coussin et avec la partie qui va se plier des jambes, non, dans la partie terminale de la balancelle, donc avec un lien très étroit du corps. Et aussi en ce cas, comme vous voyez, la structure de l'assise était réalisée à l'origine avec des petits éléments plates, non, sur lesquels devraient être mis les coussins. Ça a été exposé aussi dans le brevet. À droite, il y a le brevet qui avait été déposé en 1928. Donc, on est parti en faisant une reconstruction philologique d'un côté, donc en proposant des éléments en métal égaux au modèle original. Mais évidemment, ça c'était seulement pour réaliser un prototype, on ne pouvait pas mettre en production du modèle comme dans les années 20. Et on a fait, comme on voit à la droite, on a changé avec des sangles élastiques, non? Donc ça, c'est un améliorement du côté et un changement par rapport au modèle original. Ça signifie rééditer, mais changer, parce qu'on ne peut pas proposer un modèle obsolète quand on va faire une réédition. On doit évidemment changer selon les techniques qui sont à disposition et qui permettent d'utiliser ce mode. Parce que les premières expositions, comme nous avons vu, étaient des prototypes, étaient seulement pour faire une exposition manifeste, non? Pour proposer des idées fortes. Mais quand on va utiliser un meuble, quand on va faire une production industrielle, on doit voir le confort, on doit voir le bien-être vrai de l'homme. Le même s'est passé pour le fauteuil grand confort, ça c'est petit ou grand modèle. En ce cas, l'idée était l'idée du rationalisme, c'est-à-dire la séparation entre les parties. Comme vous voyez aussi dans la photo, il y a une structure à l'extérieur et des coussins.
Donc, ça s'est passé aussi dans l'architecture. C'est le même processus qu'il y a eu dans l'architecture. C'est-à-dire, avec Le Corbusier, qu'est-ce qui s'est passé? Se sont séparées les structures de remplissage, les murs de remplissage en relation à la structure portante. Donc, dans les architectures avec le béton armé, on a fait ça. On a eu la possibilité de rendre libres les espaces, de faire les fenêtres à longueur, tous les principes de l'architecture de Le Corbusier, de faire des façades libres parce qu'il y avait une structure, les travi et pilastri, le pilar dans l'architecture, et en même temps des murs de remplissage qui ne sont pas des murs portants. Donc ça, c'est ce qui s'est passé dans l'architecture. Le même s'est passé dans les meubles, c'est-à-dire les éléments en métal n'étaient pas à l'intérieur du rembourrage, non, aussi en bois ou en métal, et cachés par le rembourrage. Mais il y a eu une séparation, donc la structure a été amenée à l'extérieur et on a séparé le rembourrage de la structure portante. Une autre question, par exemple, qui concerne ces modèles, c'est la question du couleur, non? Presque tout le monde connaît la structure en chrome et avec le coussin noir. Et tout le monde a toujours dit, ah, ça c'est le modèle original qu'il y avait qu'il y avait dans le salon d'automne en 1922. Non, c'est pas ça. Parce que, si vous voyez, on peut aller avant. Dans la première exposition, les modèles n'étaient pas chromés, non, mais étaient des modèles peints. On le voit parce qu'il y a à droite la photo d'une 1928, on voit qu'elle n'est pas brillante, la structure du fauteuil, non, mais c'est mat, c'est presque blanche, mais ce n'est pas chromé. Et en effet, quand on a fait la reconstruction, on a vu que les structures étaient peintes. Donc, quand on a revu ces structures, on les a présentées avec la couleur. Et on a fait une recherche sur les couleurs. Une recherche qui a été faite, en ce cas, en relation avec la Fondation Le Corbusier. Dans la photo, il y a l'image de la maison Laroche, qui c'est l'headquarter, qui c'est le lieu où se trouve la Fondation Le Corbusier. Et on a fait une analyse des couleurs aussi de ce bâtiment. Parce qu'aussi ce bâtiment, dans le temps, avait été, comment dire, ridipinto, on l'avait peinte en blanche, mais il n'était pas blanche à l'origine. Et donc on a fait aussi un travail de restauration de la maison Laroche pour redécouvrir les couleurs de l'origine, qui étaient des bleus, qui étaient des couleurs de la terre, comme on retrouve dans l'autre image. Donc pendant le temps, les personnes qui avaient fait la restauration avaient réalisé tout en blanche, mais on a découvert en faisant des restaurations, des essais des murs, que les couleurs originales étaient différentes. Et donc il y a à gauche toute la liste des couleurs originales qu'on a trouvées à l'intérieur de Maison Laroche. Le même on a fait pour ce qui concerne le meuble. Donc on a vu que les couleurs originales étaient le bleu, le vert, le taupe, l'ivoire, le marron. En étudiant les exemplaires originaux qu'on a trouvés dans les musées ou qu'on a trouvés dans des maisons particulières, par exemple dans l'appartement de Le Corbusier à Paris, ou dans les exemplaires dans les musées du Centre Pompidou, qui était un exemplaire propriété de Charlotte Perriand. Donc, on a vu qu'il y avait les couleurs. Aussi, ici, les premiers modèles qui avaient été mis en production étaient chromés, donc n'étaient pas égales à l'authentique. Et on a aussi fait des propositions de versions différentes pour ce qui concerne le meuble. Par exemple, on a fait des différentes versions historiques avec des revêtements différents pour faire comprendre qu'à l'origine, il y avait des différentes possibilités. Toutes les rééditions, comme vous avez vu vous aussi dans les vidéos, ont donc un marquage pour souligner l'authenticité. Un autre exemplaire qui fait partie de la collection de maîtres, c'est un exemplaire très intéressant
c'est de Franco Albini, qui c'est un des premiers maîtres italiens du rationalisme, qui a dessiné ces modèles en 1940. Mais ce modèle a été mis en production seulement en 2011, parce que c'était un modèle unique, un prototype qu'il avait réalisé pour sa maison. Il était une structure très intéressante du point de vue constructif parce que était une tense structure. Non? Donc l'équilibre était vraiment très intéressant et ils avaient réalisé ce modèle pour sa maison, un modèle qui s'est caché. Parce qu'il avait entendu la musique à haut volume et les verres des étagères ont cassé la structure qui était vraiment en équilibre. C'est un modèle qui avait été présenté, ça c'est la couverture de Domus, qui est une revue italienne très importante, qui est née aussi dans les années 20. Et c'est la maison, le salon de Franco Albini avec cette étagère où tous les étagères et donc les livres étaient en équilibre. C'était comme suspendu. Donc rééditer ce modèle n'a pas été facile, parce que c'était vraiment une machine. Et nous avons contacté aussi les ingénieurs du Polytechnique pour avoir la possibilité de réaliser d'une façon sûre, non, parce qu'on ne peut pas vendre un modèle s'il n'est pas sûr, et s'il y a des problèmes, et s'il est comme un prototype. Et comme vous voyez dans la photo, par exemple, le basement en bois avait des forces de traction à l'extérieur, non? Vous voyez dans la base qu'à l'extérieur, le bois va se courber, parce qu'il y avait, quand on mettait des livres, les tirants à l'extérieur faisaient des forces de traction et courbaient le bois. Et donc il y avait des problèmes structurels pas faciles à résoudre. Donc on a analysé le modèle original, ça c'est ce qui reste après la rupture du modèle original. On a analysé le modèle original. On a fait des charges, on a mis de la charge sur la structure pour voir la résistance. Et avec une augmentation progressive de charge pour arriver à la solution finale. Donc la solution finale est presque proche à la solution d'origine, mais qu'est-ce que sont les modifications? Donc pour voir comme la technique et l'approche des ingénieurs nous a aidés. On a baissé la ligne de la caténaire qu'il y a à l'anneau. On a changé, vous voyez dans la version originale, il y avait les éléments en métal qui étaient des éléments continus. Au contraire, on a changé et on a mis des tiges. Non? Entre chaque étagère, il y a des tiges rigides qui sont séparées. Donc ça a permis de rendre la structure plus rigide. Et pour éviter la question de la courbe du basement, on a mis une plateforme, un élément en métal à la base, non, qui ne va pas changer beaucoup le modèle parce qu'il semble comme un ombre sur le modèle, mais qui permet donc de n'avoir pas ces problèmes de la structure. Et on a limité évidemment le chargement de la structure à 150 kg. Mais la structure est parfaitement en équilibre, donc c'est une structure presque une ingénierie pour domestique en équilibre. Et c'est presque un modèle unique pour une bibliothèque. Non? Donc la question de l'ingénierisation a été très intéressante et très... ici vous voyez donc le changement, les tiges séparées et les éléments continus dans le modèle original. Et on a étudié évidemment et dessiné avec des modèles entre deux, en 3 dimensions, pour étudier la composition générale du modèle et du produit. Et on a réalisé donc ce packaging très intéressant, donc où tous les éléments sont séparés, pour construire, c'est pas comme Ikea, donc c'est pas une personne qui peut construire lui-même ça, parce que c'est vraiment un travail aussi très compliqué, le montage, mais il y a des personnes expertes qui peuvent le faire d'une façon sûre. Et aussi le modèle Utrecht que nous avons vu de Rietveld. Dans ce cas, ça c'est Rietveld qui est assis sur sa chaise la Redem Bleu, mais il a réalisé aussi ce modèle qui était un modèle
où il exprime aussi la question de la séparation de parties. Donc, l'idée en ces cas, c'était un fauteuil pour le marché, et un fauteuil avec, où il n'y a pas de distinction matérielle entre les parties différentes, il y a un revêtement unique, et où la séparation entre les parties est suggérée par la couture en blanc, en contraste sur les limites des accoudoirs. En ce cas aussi, nous sommes partis de dessins originaux, évidemment, mais on a fait aussi des propositions. Donc, dans cette ligne d'interprétation, dans la plupart des cas, on fait des rééditions authentiques. Donc, on va étudier les modèles originaux, on va les reproposer, non, comme vous avez vu par le Belliero. On a vraiment trouvé tous les détails pour rester le plus attaché à un modèle authentique. Mais certaines fois, le marché, non, aussi, parce qu'il faut aussi penser au marché, parce que si on doit parler d'un succès de produit, le succès c'est un bon dessin, une bonne production, mais aussi une bonne commercialisation et une bonne vente sur le marché. Ça détermine le succès d'un produit. Ce sont 4 les éléments, non, un peu plus importants. Et donc, tout le monde est agrandi, les personnes sont plus grandes par rapport au principe du siècle. Donc, on a fait aussi des propositions de versions XL plus grandes par rapport à cette exigence du marché. Mais tous les fois, on va dire qu'ils sont des interprétations. Donc, il y a toujours une distinction, et ça c'est important aussi dans la communication, vraiment communiquer. Quels sont les modèles originaux, quels changements on va faire. La photo que vous avez vue avant avec les deux moitiés de l'original et de Belliero, de la moitié originale et de la reconstruction, est une page d'une brochure. Donc, démontrer qu'est-ce que les travaux qu'on va faire pour éditer un modèle. Et donc, en ce cas, parler aussi de changements, donc qui sont des interprétations qui veulent être proches à l'authentique, mais qui vont faire des changements en ces cas de dimension, non, parce que c'est le marché qui va le demander. Ou c'est une autre façon d'interpréter, c'est donner à des artistes, par exemple en ce cas, on avait donné à un artiste qui s'appelait Berjean Pot, un artiste contemporain, la possibilité d'interpréter une icône. Et en ce cas, il avait interprété ces modèles de Rietveld, qui était un modèle de 1934, avec un dessin pour ces modèles, qui avait été fait à mesure sur ces modèles. Vous voyez sur la photo où il y a le tissu complète, donc il avait vraiment dessiné le triangle et toute la géométrie en relation à la géométrie du modèle. Et aussi une autre façon, je vais plus vite, une autre façon d'interprétation, c'est l'utilisation de dessins pour des modèles qui n'existaient pas. Par exemple, Le Corbusier n'avait pas dessiné des plats en ce cas, mais on a utilisé des dessins de Le Corbusier pour faire des plats. Ces dessins qui ont été proposés en bas-relief sont des dessins qu'il avait fait pour Chandigarh. Et en Chandigarh, il y avait dans le béton ce dessin dans les murs, c'est-à-dire dans les murs de la cité Chandigarh. C'était une grande ville qui avait, c'est une utopie de Le Corbusier, je pense que vous l'avez étudié parce que Le Corbusier c'est très lié à l'Algérie. Donc Chandigarh c'est la ville indienne dans laquelle il a fait une étude de différentes parts, de la partie centrale où il y a les lieux de la communauté, des habitations, et aussi dans les murs des Chandigarh qui sont réalisés en béton, il a mis des dessins, comme le dessin du modulo, qui c'est la mesure de l'ombre, ou bien le dessin de la main ouverte, qui c'est le dessin de l'ouverture, de la nécessité d'ouvrir la main à tout le monde pour être ensemble. Donc ces dessins ont été utilisés pour des plats. Mais en ce cas, il y a eu une interprétation, c'était une autre façon d'interpréter le passé, avec une interprétation très haute, non, parce que comme j'avais dit, il n'existait pas des plats faits de cette façon. Mais c'est presque un merchandising, mais de haute qualité, parce qu'on va utiliser des dessins originaux. Un autre cas, c'est des rééditions
c'est cette fauteuil de 1970 qui a été édité aussi en 1921. En ce cas, ce fauteuil de Alfredo Scarpa, c'est un autre icône du design italien, et c'est un des modèles réalisés, comme nous avons vu à l'origine, avec le polyuréthane. Le polyuréthane jeté en Nexion, qui était une innovation dans les années 65-70. Donc, mais aujourd'hui, on est en train de changer la question du polyuréthane, non, parce que le polyuréthane n'est pas si lié à la question écologique. Donc, avec ce modèle, je vais me rapprocher à un autre thème que l'ADI est en train de proposer, c'est-à-dire la question de la durabilité. Donc, comment on va changer les rééditions liées à la question de la durabilité avec un développement durable? On va revoir les rembourrages. En ce cas, on a changé du tout le rembourrage, on a éliminé le polyuréthane et on a proposé de nouveaux matériaux. C'est-à-dire, d'un côté, à l'intérieur, des microsphères de bioforme, et de l'autre côté, pour rendre le rembourrage plus souple, de fibres de PET qui est récupérée par Plastic Bank. Plastic Bank, c'est une entreprise sociale fondée à Vancouver qui construit des écosystèmes de recyclage dans les communautés sous-développées, avec le but de lutter contre la pollution plastique des océans. Et donc, on va recycler le PET récupéré par la mer, qui est incorporé dans les rembourrages de coussins. Donc, il y a le biofoam que nous avons vu, qui sont des petites sphères, des billes réalisées avec des matériaux organiques, qui ont une origine organique, qui vont constituer la partie intérieure du modèle. Et après, comme nous avons vu, des fibres soufflées de PET recyclées qui arrivent de Plastic Bank, qui assurent le confort de soutien. Donc ce travail est très important aussi de changement pour en vue de la durabilité des modèles. Déjà, les modèles qui sont produits, les modèles classiques, sont des modèles durables. Parce que ça, c'est une chose très importante. La question de l'écologie est liée à la durabilité. Et les modèles de qualité sont évidemment des modèles durables qui vont passer de génération en génération. Ça, c'est une façon d'être écologique, non? Parce que si on utilise le fast design, le design qui apparemment semble plus écologique, non? Un design économique, très économique, avec du bois. Ah, ça c'est bois naturel et c'est économique, c'est plus écologique par rapport à un design fait en métal. Oui et non. Parce que si le design fast n'est pas de qualité, et ben c'est détruire. Après une année, tu vas réaliser des chars, déchets. Donc, et donc, tu vas agrandir encore plus, non, la question des problèmes qu'il y a dans le monde. Donc, la durabilité des modèles de qualité est vraiment une question très importante. Non? Et c'est une question qui est chère chez nous. Et donc, en général, nous avons travaillé avec cet laboratoire qui s'appelle le Cassina Lab, qui a été réalisé avec l'université de Milan du design, ce sont des professeurs de l'université qui travaillent avec Cassina, et on a constitué ce laboratoire pour étudier de nouveaux matériaux. Et donc, on pourra mettre l'accent vraiment sur le bien-être et sur la durabilité des modèles. Et pour les canapés et les fauteuils, on a changé aussi le polyuréthane, et le polyuréthane qu'on utilise a une partie qui est réalisée avec un polyuréthane qui est né à partir des polyols d'origine biologique. Donc, une partie du polyuréthane qu'on utilise aujourd'hui est un polyuréthane d'origine biologique. Et pour l'ouate, on utilise donc le PET recyclé. On utilise aussi des autres matériaux qui nous servent pour rejoindre un plus grand confort. Et donc, si on donne plus confort, on donne aussi plus de durabilité dans l'utilisation du modèle. Par exemple, pour les lits,
parce qu'on produit aussi des lits, mais il n'y a pas de lits de mètres, donc je n'ai pas montré des images. Les tissus de Brett, qui c'est un tissu pour la purification de l'air, un tissu qui en même temps permet l'absorption de la... pardon, parce qu'ils sont changés de oui, elle n'était plus en ordre la présentation, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, il y a des mots qui ne sont pas dans le cadre. Bon, ce tissu qui permet d'absorber la pollution, qui c'est antibactéricide, antiodeur, et aussi le sans-fil, qui c'est un autre matériau qui permet d'absorber les bruits. Donc, on a fait beaucoup d'études avec ce Cassinalab, vraiment pour améliorer les meubles, non? Les meubles existants, parce que c'est important, comme j'ai dit, pas faire toujours de nouvelles choses. Surtout aujourd'hui, quand il n'y a pas de nouveaux matériaux. Et il y a beaucoup de changements, surtout quand il y a de nouveaux matériaux. Mais c'est important aussi de faire des work in progress sur les mêmes objets qui sont déjà des objets que la communauté a définis comme des objets excellents, donc des objets qui sont dans les musées, donc qui ont passé l'histoire, et donc tout le monde a continué à acheter parce qu'il a vu qu'ils ont de bonnes caractéristiques, et donc sont des objets excellents. Il changeait les objets existants en faisant des améliorations de ces objets. Et donc cette année, ou bien l'année passée, on a commencé à faire, ça c'est une chose importante, et surtout les usines plus grandes doivent faire comme exemple, des rapports de durabilité, des plans de soutenabilité. Des plans de soutenabilité qui sont publics et qui regardent aussi dans le monde utilisant les 4 catégories qui sont les produits, les personnes, l'environnement, la société. Il y a des thèmes différents qui sont indiqués dans ce plan, en ce cas, de 7 thèmes, et chaque thème est organisé avec des objectifs, des initiatives et un target clear, c'est-à-dire l'année dans lequel on fera cette chose. Par exemple, pour la catégorie produits, duquel nous avons parlé, pour le thème de design de matériaux circulaires et innovation du produit, les objectifs, c'est mesurer la circularité des produits, par exemple. Et dans le 2025, on cherchera de le faire pour tous les modèles. Qu'est-ce que signifie faire des modèles circulaires? C'est-à-dire faire des modèles pour une économie circulaire, dans laquelle on va étudier la vie des produits, le cycle de vie des produits, comme ils naissent, la durabilité et comme ils sont, qu'est-ce qu'on fait à la fin de la vie des produits. Donc, et donc, il y a des KPI, des Key Performance Indicators, des indicateurs de performance pour chaque modèle qui vont indiquer, donc, qui vont donner des numéros à propos de la possibilité de désassembler les meubles, la possibilité de les réparer, les compositions, le type de matériaux. Donc, pour chaque modèle, on aura dans le futur un numéro pour comprendre combien le modèle est écologique et est durable.